Salut tout le monde. Aujourd'hui, je reçois Carl Bromwich. Carl est un interniste, médecin de soins palliatifs. C'est un homme avec une histoire vraiment passionnante. Vous allez le découvrir dans quelques secondes. Euh, il a fait sa formation. Il a grandi aux États-Unis. Il s'est exilé dans le Grand Nord. Revenu plus au sud, reformé, soins pâles. On parle d'aide médicale à mourir, de plein de sujets joyeux comme ça. Et donc là, manquez pas ça, ça vaut vraiment la peine d'entendre l'histoire de quelqu'un qui en a vécu une puis un autre. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir Carl Bromwich. Carl est un médecin interniste, si je me souviens bien, là, et qui a un intérêt particulier maintenant en soins palliatifs. C'est quelqu'un qui je parle des fois de temps en temps, que je croise souvent au salon, prendre un café, puis aussi, en fait, d'intérêt aujourd'hui, là, c'est quelqu'un qui est souvent appelé à donner des conférences où on l'entend dans certains, dans certaines situations un peu de ce genre-là, là, pour donner tu sais, qui nous raconte des histoires finalement là, de ces multiples péripéties au fil des années. Fait que c'est surtout dans ce contexte-là que je voulais l'entendre parler aujourd'hui, voir un peu ce qu'il pourrait nous raconter. Fait que Carl, est-ce que tu peux nous donner un peu une idée là, de ton parcours? Si on remonte là, il y a quelques années, ton parcours académique, juste pour nous donner une idée de c'est quoi ton background? Ah, bien sûr. Ben moi, j'ai vécu aux États-Unis de l'âge de 6 ans jusqu'à 30 ans, je crois. Donc, j'ai fait toute mon éducation formelle à part la maternelle aux États-Unis. Um, donc, je suis allé à un collège de liberal arts pour un bac en biologie au Pennsylvanie. Et après ça, j'étais certain que je voulais être zoologiste. Donc, j'ai fait une maîtrise en zoologie à l'Université de Vermont, où j'ai étudié le malaria chez des lézards en Californie et en Afrique. J'ai réalisé au moment donné que je n'étais pas vraiment faite pour être scientifique de même. Donc, après mon maîtrise, ben, j'ai enseigné pour une année aux Adirondacks à New York. Et puis, j'ai embarqué dans la médecine à Dartmouth Medical School au New Hampshire. Et j'avais toujours, je sais pas, depuis mes souvenirs, c'est toujours que je voulais retourner au Canada. Je sais pas pourquoi, parce que comme j'avais pas beaucoup de souvenirs du Canada, mais mes grands-parents, toute ma famille élargie était encore au Canada. Et j'avais l'idée d'y retourner. Et finalement, j'ai profité de l'opportunité après mon cours en médecine d'aller à McGill pour faire médecine interne. Un peu comme mon aventure en zoologie, j'ai réalisé après quelques années que j'étais pas vraiment au cœur un vrai interniste. Donc, à la fin de mes 4 ans de médecine interne, j'ai eu l'opportunité de monter dans le Grand Nord du Québec. Et c'est là où j'ai pratiqué la médecine interne générale, le plus général au monde. Donc ça résume un peu. Non, ben en effet, il y a une autre chose académique, et ça c'est, ben, après 11 ans dans le Grand Nord, je peux y retourner parler de ça, mais après 11 ans dans le Grand Nord, j'ai redescendu au sud pour faire une année de soins palliatifs à Ottawa, et par la suite, je suis venu ici à Sherbrooke. Non, où je suis professeur adjoint depuis ce temps-là. Donc, ça, c'est à peu près mon parcours académique. OK. Donc, donc t'as grandi où? Donc, tu sais, comme de 0 à 6 ans, t'étais au Canada? Oui, je suis né à Montréal. OK, né à Um, Montréal. oui, j'ai aucun souvenir de Montréal Ouais, parce que ouais. j'étais bébé quand on est allé à Colombie-Britannique. J'ai débuté la maternelle en Colombie-Britannique. J'ai fait la deuxième OK. moitié de la maternelle à OK. Montréal et puis c'était aux États-Unis. Puis, juste par intérêt aussi, le français dans tout ça, vient d'où? Euh, la base de français, j'ai appris
au secondaire aux États-Unis, donc c'était Ah ouais. basic pas à peu près. Quand je suis retourné à Montréal en résidence et tranquillement, très, très, très tranquillement, la pratique fait la différence. J'ai pas eu un tonne de pratique à l'hôpital général de Montréal, mais tous mes collègues dans le Grand Nord étaient des francophones. Donc, ça, c'était 11 ans d'amélioration. Et à Sherbrooke, ce n'est plus le nid d'anglicisme que c'était il y a quelques décennies. Donc, j'ai continué à apprendre le français ici. OK. OK. C'est bien parce que, tu sais, ben, on entend l'accent, là, mais je me souviens quand on s'est rencontrés, ça fait plusieurs années maintenant, là, on a pas mal commencé plus ou moins dans les mêmes années, là, à Sherbrooke. Euh, euh, C'était quand même un très bon français, fait que c'est comme intéressant de voir la capacité de d'acquérir des langues, c'est super. Oui, Euh, tardivement. ouais, ben c'est ça, là, c'est ça que je me disais, là, c'est pas facile dans ces situations-là. OK. Puis là, on parlait d'une dizaine d'années dans le Grand Nord. Euh, Est-ce qu'il y a une famille à travers de tout ça? Oui, j'ai une drôle de famille. Moi, je suis gay. Donc, comme une des raisons pourquoi je suis monté dans le Nord, c'est parce que c'était un peu la fuite d'une relation cassée. Et ben, j'attendais pas rester 11 ans dans le Grand Nord, c'est certain. Ouais, J'ai dit à des amis, si je suis pas revenu après 2 ans, viens me chercher parce que ça veut dire qu'il y a un problème. Mais personne n'est venu me chercher, donc au moment donné, j'avais un collègue médecin dans le Nord qui m'a demandé d'être donneur pour qu'elle puisse avoir un enfant. Et bon, après avoir réfléchi, j'avais un peu abandonné l'idée d'être père, même si c'était une grande deuil pour moi quand j'ai comme, en guillemets, réalisé ça. Donc j'ai dit oui, sans avoir l'idée que je serais père vraiment. J'attendais être comme Fairy Godfather qui demeure loin et qui envoie des cadeaux de temps en temps, etc. Mais une fois que j'ai mis mes mains sur le nouveau-né, j'ai complètement abandonné l'idée d'être Fairy Godfather de loin et je suis devenu père. On s'est déménagé dans la même maison et on a comme la mère de mes enfants parce que le projet, même si ça commençait avec une, on a 3 par la suite, donc j'ai 4 enfants. Donc les 4 enfants demeurent avec les 2 parents, même si les 2 parents ne sont que des collègues. Des collègues de parental, si vous voulez. ouais. Donc, oui, il y a une famille à travers tout ça. En effet, c'est la raison pourquoi je suis descendu du sud, c'est pas du nord, c'est pas parce que je n'étais pas satisfaite de mon travail là-bas, c'est parce que l'environnement social dans le nord, c'est rough. Donc, j'avais peur d'essayer d'élever les enfants dans ce milieu-là. Là, les enfants ont quel âge maintenant? Ils sont plus des enfants. La C'est plus ça? jeune a 20 ans, l'aîné a 28. OK. Wow. OK. Fait que quand t'es revenu, eux autres étaient plus enfants, début d'ado, là, c'est ça? Oui, ben, en effet, le troisième est né à Ottawa lorsque je faisais mon année de soins pâles. Les autres étaient nés lorsqu'on était dans le Nord. Wow. OK. Vraiment cool. Euh, Par rapport à ça, parle-nous un peu c'est quoi de la vie de la médecine dans le Grand Nord? Ben, Ce que j'entends, c'est souvent de la brousse, là, mais... Oui, ben, en effet, je dirais la vie de médecin, on entend toujours, oh, back in my day, t'aurais jamais. Mais quand je suis arrivé en
93, il y avait déjà des médecins qui disaient Oh, you should have seen it back comme il y a 10 ans ou il y a 20 ans. Donc, de toute évidence, 20 ans plus tard ou 30 ans plus tard, maintenant, ça a bien changé encore. Mais quand j'étais là, on avait un petit hôpital dans le village de Kuujjuaq de 25 lits. Donc, 10 lits étaient comme qualifiés lits pour des patients chroniques. Donc, on avait 15 lits actifs. On servait les villages de la baie d'Ungava. Donc, il y avait 6 villages dehors de Kuujjuaq. Et j'étais le médecin traitant d'un de ces villages-là. Donc, j'ai passé la majorité de mon temps à Kuujjuaq, mais surtout avant les enfants, j'étais comme un tiers à Kuujjuaq, un tiers à Kangerlussuaq, qui était mon village, et un tiers à faire des consultations en médecine interne à travers le l'Ungava au complet. Je suis monté aussi sur la baie d'Ungava dans ce temps-là. Une fois que j'avais des enfants, j'ai fait un peu plus de temps à Kuujjuaq et un peu moins ailleurs, mais c'était quand même... J'ai eu le temps, la chance d'explorer beaucoup de Nunavik dans le temps. Et c'était pas la médecine interne, honnêtement. J'ai fait des consultations en médecine interne, mais lorsqu'on était de garde ou pour les patients de mon village, j'étais le médecin de famille. Donc, j'ai fait plein d'accouchements, j'ai géré les traumas, j'ai fait des medivacs. On avait de garde là-bas, c'était, close your eyes, hold out your hands, and whatever falls in, that's what you're going to treat. C'était vraiment catch as catch can. C'était fort, fort, fort agréable comme pratique que j'ai adoré mes années dans le Nord. J'adore ce que j'ai fait maintenant, mais l'adrénaline est un peu moins que c'était quand on est toute seule à faire des procédures qu'on n'avait jamais vues la sphère fait. On ouvre les livres et on dit, bon, on fait ça. Donc, le livre est ouvert à côté du patient et on procède. Ouais, ben, quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Oui, Ben, exact. Et ça, c'était quelque chose que c'était spécial dans le sens que, oui, ça nous libère de nos inquiétudes d'une certaine sens. Quand c'est une urgence, life and death, on trouve qu'on est prêt à faire plein de choses. J'avais un collègue sur la côte d'Ungava, à côte du Tsok, quand j'étais là, qui a reçu quelqu'un et avec le Black & Decker drill qu'ils avaient à l'hôpital, il a fait des trépanations dans le crâne pour sauver quelqu'un qui avait une hémorragie épidurale, qu'ils ont diagnostiqué cliniquement et avec une plain film of the skull. Donc, ça, c'est le genre de choses. Ça, c'était un peu extrême, mais c'était comme ça. Vraiment, anything goes. Puis, tu dis que ça doit avoir changé. Est-ce que tu as eu vent de ce qui se passe un peu dans ce coin-là? Puis, est-ce que ça a tant changé que ça? Ben oui, parce que la mère de mes enfants monte encore dans le Grand Nord 24 semaines par année. Donc, Okay. Elle est là depuis 89, on and off. Donc, il y a beaucoup plus de médecins. Il y a les choses techniques ont changé beaucoup. La disponibilité des services dans les... comme quand elle travaille maintenant dans le village que j'avais quand j'étais là. Et maintenant, il y a 2 médecins temps plein dans le village. Quand moi j'étais là, c'était un médecin maximum 1 semaine par mois. Donc, ça donne une idée. La population a beaucoup changé. C'est encore comme... Il n'y a encore pas un chirurgien sur place, donc ils sont encore mal pris à... Il n'y a pas de soutien obstétrique. Mais il y a beaucoup plus de personnel au point de vue de... beaucoup plus de médecins sur l'équipe. Et il y a des sages-femmes aussi, donc les médecins font beaucoup moins d'accouchements qu'avant. Malheureusement, les problèmes sociaux liés à la colonisation et
ce kit-là n'ont pas beaucoup changé. C'est une société encore troublée avec ressources insuffisantes, je dirais. Donc, c'est la nature de la place n'a pas changé, c'est juste elle est plus grande et plus compliquée. Ouais, parce que toi, tu dois l'avoir vécu un peu, ce clash-là de culture à ce moment-là. Oui, oui, oui. Mais c'est comme quand j'ai dit que c'était un peu trop rock and roll pour moi à penser à élever les enfants, c'était un peu ça. J'ai eu la chance de monter dernièrement, comme moi j'étais là comme j'ai prodigué la première aide médicale à mourir au Nunavik le 1er janvier, en effet. C'est comme ils n'osaient pas demander un médecin local parce que c'était encore tellement tabou qu'ils visaient que quelqu'un vienne de l'extérieur. Et heureusement, j'étais disponible parce que finalement, c'était une de mes patientes de l'ancien temps qui avait fait la demande. What comes around. Oui, c'est ça. Voilà. J'y vais quand même, j'essaie d'y aller aux coupes d'années parce que j'ai encore des bonnes amies inuits avec qui j'aime beaucoup faire les choses à l'extérieur des villages. C'est le fun. Avec quel chapeau à ce moment-là, Carl? C'est Le chapeau de juste visiteur ami, visiteur pas le simple, chapeau là. de médecin. Ouais. Ok. Ok. Fait que là, tu décides de réorienter ta pratique plus au sud. Tu retournes faire une formation en soins palliatifs. Y a-t-il quelque chose de particulier qui t'a amené vers là? C'est quand même... Oui, ben, dans le sens que lorsque je faisais la médecine interne, la chose, ben, il y avait deux choses qui m'intéressaient beaucoup. Une, c'était l'urgence et l'autre, c'était l'oncologie. Mais en réflexion, j'ai réalisé ce que j'aimais dans l'oncologie, c'était plutôt je sais pas, après les protocoles. Rappelons que oncologie dans les années début des années 90, c'était pas l'oncologie d'aujourd'hui. Donc j'étais vraiment attiré par l'aspect soutien pour les personnes qui étaient dans le dernier bout de la vie. Mais à ce moment-là, même si la première unité de soins palliatifs au Canada existait comme, je ne sais pas, 600 mètres de l'hôpital général de Montréal, j'ai jamais entendu les mots soins palliatifs lors de mes 4 ans de résidence. Donc, je ne savais pas, honnêtement, que ça existait. Et 11 ans plus tard, elle a pris l'ampleur et pour moi, c'était un bon fit. J'ai retourné dans ce que j'aimais dans la médecine interne en évitant ce que j'aimais pas. Donc, c'est ça qui m'a fait choisir. C'était mes expériences en oncologie lors de mon résidence en médecine interne. Et Sherbrooke dans tout ça? Ça sonne... Ben, Sherbrooke, c'était surtout, comme c'est une drôle de chose, mais ben, vous connaissez John Robb, peut-être. Anyway, c'est un interniste qui est à Hôtel-Dieu. Mais lui, c'était un résident à l'hôpital général de Montréal une année après moi. Et on était des amis. Je savais qu'il, lui, il pratiquait ici. Mais c'était surtout que la mère de mes enfants avait en tête une certaine sorte d'école de pédagogie et ça n'existait pas partout au Québec. Une des places où c'était disponible, c'était à Waterville. Donc, les 2 autres places ou 3 autres places n'étaient pas intéressantes et c'était surtout le choix de l'école qui nous a amenés ici. Ça remonte à quelle année, là, On est revenu ici comme j'étais à Ottawa 2004-2005 et je suis venu ici. J'ai débuté ici en octobre 2005. OK, OK. Ou octobre ou novembre. Octobre, oui, c'était octobre. OK, OK. OK, fait que ça fait quand même une vingtaine d'années maintenant que tu es à Sherbrooke, là. C'est un peu plus que je pensais. D'accord. OK.
Puis là, tu fais des soins palliatifs depuis, bon, donc une vingtaine d'années maintenant. Oui. Euh, et là, tranquillement, tu arrives vers la fin de ta carrière, là, si je me souviens de certaines discussions qu'on a eues. Donc, Oui. tranquillement, Oui. on en met un peu de côté, là. Est-ce que est-ce que tu as des conseils, tu sais, ou peut-être des choses qui ressortent des multiples discussions avec des patients en fin de vie que tu as eues? Tu sais, des messages qui pourraient être intéressants à véhiculer? Hum, Comme véhiculer auprès des médecins ou véhiculer auprès de la population at En large? fait, un peu des deux. Tu sais, un peu des deux. Commençons avec les médecins parce que tu sais, Ouais. l'auditoire est surtout médical, là, pour voir un peu Hum, comment on peut des fois améliorer des choses. Des fois, ça prend pas grand-chose, puis peut-être des réflexions que tu as eues au fil des années. ouais. Ben, comme le message que j'essaie de passer depuis 20 ans, c'est la gestion appropriée de la douleur, c'est primordial. Et que ça commence avec une dose d'opioïdes régulier et des doses au besoin appropriées. Et même si la recette est hyper simple, 20 ans plus tard, euh, le message n'est pas intégré comme faut dans le système. Um, mais à part les trucs pharmacologiques, je dirais que les médecins qui trouvent le temps de s'asseoir à côté du patient pour écouter le vécu et les inquiétudes et tout ça, ça vaut la peine. Euh, le temps, c'est précieux. Je sais très bien que des médecins qui sont obligés, en guillemets, de voir les patientes aux 15 minutes, de, de, de chercher 15 minutes de plus euh, par patiente, c'est impossible, mais je dirais au moins d'identifier à l'avance les patientes qui risquent d'avoir ce besoin-là et les mettre en fin de journée pour qu'on peut, sans déranger les autres patientes, leur offrir un peu plus. Et ce que je dis toujours à mes étudiants, à mes résidents, c'est plutôt que rentrer dans la chambre et rester debout au bout du lit, c'est de prendre 30 secondes de chercher ou le petit banc sur lequel les patientes mettent leurs pieds ou une chaise si c'est dans la chambre et de s'asseoir ou sur le bord du lit. Parce que même si on passe exactement le même temps qu'on aurait passé debout, ça sonne qu'on est à l'écoute et on a du temps. Alors, ça, je dirais que ça c'est... La seule autre chose que je dirais, c'est que all of your patients, every single one of them, all of them are going to die. Donc, intégrer ça dans votre tête. L'idée de la médecine, ça devrait être, oui, prolonger la vie, mais avec une qualité de vie. On ne peut pas éviter la mort. Ça s'en vient pour tout le monde. Et encore, en 2026, il y a des médecins qui oublient que la mort fait partie de la vie. Et de ne pas reconnaître qu'on est rendu là, ça égale l'acharnement. Pas de mauvaise volonté. Mhm. C'est juste qu'il y a un temps où ça vaut la peine d'enlever le pied un peu du frein. Puis pour les patients en général, ou pas les patients, mais le monde en général? Oui, le monde en général, ben comme je vous mettez dans un... Je dirais la chose la plus simple, c'est de vivre pleinement. Ça va hand in hand avec l'autre chose que j'ai dit, et ça c'est que on ne sait pas combien de temps on a. Donc, d'attendre, comme de tarder les choses importantes, de retarder. Tout d'un coup, quelqu'un arrive avec une mauvaise nouvelle et on ne peut pas acheter d'autre temps. On a chacun un certain temps et heureusement, on ne sait pas combien on a au début. Donc,
Faut, faut profiter, de ce temps-là. Ouais, je dirais que c'est surtout ça. Et les fameuses messages à la fin, I'm sorry, I forgive you, I love you, and I know you love me. Ça, c'est les autres choses que le monde devrait avoir en tête quand c'est le temps de préparer le départ. Des petites phrases qui font toute la différence après pour ceux qui restent, là. Ouais. Quand même. I'm not saying that because I'm expecting my départ de cette podcast d'être si dramatique que ça. non, mais c'est justement, tu sais, c'est le genre de choses que, tu sais, on peut entendre des fois, mais tu sais, se le faire dire par quelqu'un qui le vit à tous les jours, ça n'a quand même pas la même signification, là. Fait que moi, j'apprécie ça, justement, de se le faire redire des fois de temps en temps, c'est bien, là. Tu parlais un peu tantôt justement du premier AMM dans le Nord, au Nunavut. Tu as été pas mal impliqué depuis le début un peu de l'AMM, là, tu sais, de par ton intérêt. Est-ce que tu peux parler un peu de, je sais pas, s'il y a eu une évolution de ta perspective par rapport à tout ça? Comment est-ce que tu as pris ça initialement versus maintenant? Puis... Oui, au début, avant le début, je me disais que c'est pas mon bac à sable. Je suis médecin, soins palliatifs, et parmi les définitions de World Health Organization, on n'a hâte pas la mort en soins palliatifs. On ne prolonge pas la vie, mais on n'a hâte pas la mort. Donc, je voyais pas que ça, comme tout le monde, on voyait pas que ça serait si il y aurait une énorme volonté d'aller vers ça. Mais ce qui m'a fait décider de porter deux chapeaux dans le temps, c'était le chapeau soins PAL et le chapeau d'aide médicale à mourir. C'était une patiente que j'avais juste avant 2016. Avec qui c'était presque impossible de discuter les plans comme les soins de fin de vie, parce que dans sa tête à lui, il va être le premier au Québec d'avoir l'aide médicale à mourir. Dès que la loi passe, il attendait, il était vraiment magané d'un cancer métastatique. Il aurait eu tous les critères. Finalement, il est décédé avant, mais lors des mois que je le suivais, je me disais, comment est-ce que je pourrais, la relation que j'ai avec lui, comme shipper ça à un autre médecin. C'est comme la patate chaude, je lance à quelqu'un d'autre. Quand je n'avais aucune réticence éthique par rapport à l'aide médicale à mourir, comme c'était présenté à ce moment-là. Mais quand vous parlez de l'évolution, dans le temps, il y avait beaucoup de gens qui parlaient de la pente glissante, etc. Et peut-être j'étais innocent ou ignorant, mais je ne voyais pas vraiment une pente glissante. Mais 10 ans plus tard, pas certain que c'est une pente glissante, mais je suis de moins en moins à l'aise avec je sais pas, la façon comment c'est vu l'aide médicale à mourir. Comme quand c'était les personnes en fin de vie, c'était éthiquement plus straightforward pour moi, plus simple. On a embarqué avec les morts naturelles non raisonnablement prévisibles. C'était plus compliqué. Et pas juste plus compliqué parce que c'était à cause du temps. C'était vraiment la sorte de cas qui sortait et le genre de souffrance et les questions par rapport aux ressources dans la société, etc.
Um, et maintenant, on parle des demandes anticipées que je comprends très bien au point de vue du patient, mais um, je, j'ai juste de plus en plus d'inquiétude par rapport à comme ce qui me semble une ouverture sans arrêt. Ouais. Je me demande où ça va arrêter. Parfois, j'ai l'impression qu'on, je sais pas si je devrais le dire, mais qu'on cherche les moyens de respecter la volonté de quelqu'un de mourir par l'aide médicale à mourir, même quand les critères sont douteux. Plutôt qu'être conservatrice et dire simplement comme non, ça passe pas, on a plus tendance, comme ce que je dirais, c'est que disons que 90% des cas sont des cas classiques ou standards ou faciles à déterminer une réponse. Les 10% qui restent, ce n'est pas 5% où on dit non et 5% où on dit oui. J'ai pas les statistiques, admettons, mais j'ai l'impression que c'est plutôt comme 8% qu'on dit oui et 2% qu'on dit non. And ce n'est pas à cause du fait que la loi a révisé ça. J'ai l'impression que la pression sociétale de dire oui est devenue assez intense. Les gens arrivent en pensant que c'est leur droit. Point. Et moi, comme au Québec surtout, où c'est uniquement par l'euthanasie que l'aide médicale à mourir est pratiquée, les personnes n'ont pas le droit pas le droit. On ne peut pas faire une prescription à quelqu'un qui, comme dans le reste du Canada et comme toutes les juridictions aux États-Unis, c'est comme ça. Donc, ce n'est pas juste la personne qui vise mourir pour raison X, Y ou Z liée à sa maladie. On est impliqué directement. Donc, ce n'est pas comme... je sais pas. Est-ce que tu peux préciser comme c'est quoi la distinction? Il y a l'acte, là, mais c'est quoi qu'il y a dans les autres juridictions? Là, c'est une prescription de barbiturique qui met fin à la vie à la maison. La personne prend les pilules et c'est une dose létale de... Je me rappelle même pas parce qu'on n'a pas au Québec. I don't know exactly what they use, mais... je n'étais pas au courant de la différence. Oui. Non, ici, comme... Et je pense que c'est une des raisons pourquoi c'est beaucoup plus populaire au Canada, disons, qu'aux États-Unis. C'est parce que aux États-Unis, les gens sont obligés de passer à l'acte eux-mêmes. On met les pilules dans la main, on met les pilules dans la bouche et on avale avec de l'eau. Ici, c'est une... Et peut-être c'est une bonne affaire, je ne sais pas, mais je pense que c'est plus simple quand c'est quelqu'un d'autre qui a ce dernier geste de responsabilité. Comme, yes, doctor, I'm looking the other way, go ahead. Plutôt que I'm going to do it myself. Je pense que ça fait une différence. Oui, possiblement, effectivement. C'est intéressant comme réflexion, par exemple. OK, bon. Si on prend, on change un peu de vitesse, là comme je disais tantôt un peu, tu commences à ralentir tes tâches cliniques. Est-ce que, puis tu as formé aussi au fil des années plusieurs résidents, là, est-ce que tu as des conseils à donner pour des jeunes médecins plus en début de pratique, justement, là, qui peuvent être intéressés par, disons, bien des affaires ou bien des choses ou des choses que tu peux avoir faites, là, par exemple, aller passer quelques temps dans le Nord ou quelque chose. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ressort comme de conseil?
Chaque fois que j'ai un gang d'étudiants, je propose toujours qu'ils pensent à un séjour dans le Grand Nord. Euh, ou au Nunavik, ou au Yukon, ou n'importe où, au Nunavut. C'est, c'est premièrement une façon d'explorer une partie de notre pays que très peu de monde ont la chance d'explorer. Et c'est d'ouvrir ben, les portes culturelles, mais aussi d'augmenter la confiance en soi-même, d'être dans une situation où, oui, c'est vous. Il n'y a pas de spécialiste en arrière. Tu ne peux pas passer le patient à quelqu'un d'autre. It's you. Donc, j'essaie de promouvoir l'idée. Je ne prétends pas avoir, de grands succès, mais il y a quelques-uns qui sont montés dans le Nord à un certain temps. Je ne dis pas que c'était à cause de moi, mais... et l'autre conseil, c'est, à mon avis, il faut absolument chercher quelque chose pour vous aider à laisser le cerveau à l'hôpital. Est-ce que c'est avoir un gang d'enfants à la maison? Est-ce que c'est d'avoir un passion? C'est l'art, c'est le sport, c'est regarder les oiseaux, c'est faire les randonnées, whatever it is. Je pense que c'est très, très, très important de trouver un patient, si vous voulez, dehors de la médecine. Parce que c'est une profession, on sait très bien qu'il y a du burn-out là-dedans. Et honnêtement, moi, je ne sais pas comment j'ai réalisé ça, mais j'ai vraiment une idée une impression dans ma tête que je ne porte pas de cerveau, mais le cerveau métaphorique, je laisse sur le crochet à l'hôpital. Et une fois que je franchis les portes de l'hôpital, je ne pense plus du tout à ce que je fais ici. Mes enfants diraient que c'est comme Dr. Jekyll et Mr. Hyde. À l'hôpital, je suis Dr. Jekyll, empathique, patiente. Et à la maison, je suis Mr. Hyde, beaucoup moins agréable comme personne. Je ne dis pas que ça doit être comme ça, mais l'idée, c'est vraiment que je laisse les choses médicales dans le bâtisse médical. C'est au point où si je dis à quelqu'un que, comme hier, j'avais un patient que j'ai vu à domicile en fin de journée, et je l'ai dit, il faut me donner un coup de fil, comme à peu près l'heure que je suis supposé de quitter l'hôpital, parce que souvent, ça m'est déjà arrivé à multiples reprises que je dis que j'arrêterai dès que je sors de l'hôpital. Je n'ai plus de cerveau médecin et je vais directement chez moi. Donc, j'ai appris de demander le petit appel de rappel pour que je ne passe droit. C'est bon. Ben écoute, j'apprécie. Merci beaucoup de m'avoir offert ce temps-là. C'est super apprécié. C'est des histoires vraiment passionnantes, là. C'est incroyable. Ça me fait plaisir. Merci encore et Okay. on se recroise au salon. C'est beau. Bon après-midi. Salut. Merci tout le monde d'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Toutes les plateformes sont disponibles, YouTube, Apple Podcast et Spotify. Je suis bien ouvert au feedback. J'essaie de m'améliorer. C'est pas si facile que ça, cette histoire-là, mais je m'amuse. Donc, n'hésitez pas, envoyez-moi un email, puis on se reparle dans quelques jours.